à Lys-Sainte-Reine en Bourgogne. C'est dans ce petit village, situé à 60 km au nord de Dijon, que se serait déroulée il y a plus de 2000 ans la première page de l'histoire de France, la bataille d'Alésia. C'est du moins ce que l'on enseigne aux petits et aux grands depuis bientôt 150 ans, depuis que sous Napoléon III, on a décrété que c'était ici que les Romains avaient battu les Gaulois. Approchez-vous, mettez-vous devant les enfants. Voilà, super. Donc ici, on est sur le site archéologique d'Alésia. Alésia, c'est surtout connu pour sa bataille. Cette bataille, elle est très célèbre, mais en fait, elle découle d'une guerre qui s'est passée avant. La guerre où il y a deux armées qui vont s'affronter. Vous savez lesquelles, les enfants? Oui? Les Romains et les Gaulois. Les Romains et les Gaulois. Alors, le chef des Romains, Jules César, et le chef des Gaulois, Vercingétorix. C'est sur cet oppidum, une place forte, en latin, que Vercingétorix aurait tenu tête à César en ayant réussi l'exploit d'unir différents peuples gaulois derrière lui. Une première dans l'histoire qui sera considérée comme l'acte de naissance de la France. Sans cette bataille, ni Astérix, ni Obélix, nos lointains parents, n'auraient jamais vu le jour. 2000 ans plus tard, une autre bataille a lieu, car pour certains, ce n'est pas ici, à Lys-Sainte-Reine, que Vercingétorix aurait été vaincu. Il s'agirait d'une imposture, la plus ancienne de toute notre histoire. Pour comprendre les enjeux de cette nouvelle bataille, deux conditions sont nécessaires. Prendre de la hauteur et lire le latin dans le texte. Franck Ferrand est historien. Déjà, c'est saisissant. Il vient de publier un livre polémique où il traite notamment de la question d'Alésia. On peut dire que la bataille d'Alésia est le premier acte de l'histoire de France. C'est l'acte fondateur, puisque c'est à partir d'Alésia que l'autorité de Rome s'impose sur les Gaules. C'est la première fois que définitivement les Romains sont chez eux en Gaule. Alors ça va entraîner des conséquences énormes, et notamment c'est le début de l'histoire de France au sens propre, puisque du temps des Celtes, il n'y avait pas d'écriture, ou plus exactement, il n'y avait pas de récit. Donc on avait, par définition, on n'avait aucun élément pour tenir une chronique. À partir de l'arrivée des Romains, on écrit l'histoire, et donc c'est le début de l'histoire de France par définition. Nous sommes en moins 52 avant la naissance de Jésus-Christ. Autrement dit, il y a très très longtemps. Vercingétorix, à la tête de milliers d'hommes, se soulève contre Rome. César décide d'intervenir pour rétablir l'ordre. La bataille décisive se joue à Alésia. Les légions romaines doivent tenir un siège d'1 mois pour obliger les 80 000 Gaulois à se rendre. Pour Franck Ferrand, ce n'est pas ici, à Lys-Sainte-Reine, que le combat a eu lieu. Pour identifier ce que vous avez découvert, le seul moyen, c'est d'avoir recours aux textes. Or là, les textes nous disent, par tous les biais, par tous les mots, par toutes les phrases, que ce n'est pas ici qu'a eu lieu le siège, et que ce n'est pas ici qu'a eu lieu la bataille d'Alésia. Le seul témoignage direct de cette grande bataille, c'est celui de Jules César en personne, qu'il a décrite dans la guerre des Gaules. Je reprends le texte de César en latin, même c'est plus simple. Ad modo medito loco, donc dans un lieu très élevé, tel qu'on ne pouvait pas le prendre autrement que par un siège. Alors là, vous voyez bien qu'il était tout à fait possible d'amener l'ennemi à combattre en plaine. Or, César nous dit que s'il a mis le siège, c'est qu'il n'avait aucun moyen de faire autrement. Mais là, on comprend vraiment pas pourquoi. Les racines de cette colline, vous voyez bien que c'est une colline qui n'a pas de racines, puisque ça descend en pente douce, étaient léchées par 2 fleuves, par 2 rivières, Duo Flumina. Et en fait, il y a 3 ruisseaux à la place des 2 rivières. Les cours d'eau sont à plus de 200 mètres de la colline qui débute au niveau des arbres, en haut de l'image. Et il dit, les autres collines tout autour se trouvaient à un espace faible de l'oppidum. Alors là, en fait, elles sont à 2 km carrément, les collines. Et ils étaient à la même altitude. Bon, ça, c'est la seule chose. À la limite, on peut admettre que dans la description de César, il y a 3 mots qui correspondent. C'est pari altitudinis fastigio, c'est-à-dire à la même altitude que l'oppidum. Ben, vous avouerez que sur 50 mots, 3 qui coïncident, ça fait pas beaucoup.
L'oppidum d'Alice Sainte-Reine mesure 97 hectares. César, dans son texte, parle de 80 000 combattants gaulois réfugiés dans cette citadelle. Pour Franck Ferrand, c'est mathématique. La colline est trop petite. On a vraiment du mal, hein, quand on est là, franchement, avec la meilleure volonté du monde, on a du mal à imaginer une population de 100 000 combattants qui peut vivre ici pendant des semaines, plus 15 000 chevaux, 30 000 têtes de bétail, plus la population de l'Alésia des Mandoubliens. Donc mettez environ 150 000 personnes sur ces 97 hectares, mais les gens sont littéralement au coude à coude, ils sont serrés comme des sardines, ils doivent marcher dans leurs fanges, enfin tout ça est invraisemblable. Donc non seulement le site ne correspond pas à la description qu'en donne César, mais la taille même du site, sa conformation et les exigences qu'il impose en termes stratégiques font qu'il est impossible que c'est été le site d'Alésia. Retour sur le plancher des vaches à Alice Sainte-Reine. Louis de Broissia est l'ancien sénateur et président du Conseil général de Côte-d'Or. Non, je dirais rien. Allez, à tout à l'heure. Il vient de perdre ses 2 titres coup sur coup. À sa gauche, l'actuel directeur du site, Philippe Mathieu. Est-ce que vous pensez que ça... Les notables locaux ne partagent bien sûr pas l'avis de l'historien Élie Porté. Pour les 2 hommes, le débat est dépassé. L'important, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est la création d'un futur musée au parc dédié à la bataille. Un projet pharaonique, si l'on peut dire, à plus de 50 millions d'euros. C'est le lieu qui a été choisi pour construire le futur musée archéologique. Musée qui va présenter la manière dont on a vécu à travers les collections, depuis la préhistoire jusqu'au Moyen-Âge, en mettant l'accent sur la période de l'Orient. Musée qui sera relativement enterré, puisqu'il aura la couleur du Murus Gallicus, alors que le centre d'interprétation de la plaine des Laumes, lui, sera un peu comme un petit colisée en bois. C'est le style qu'a voulu donner le célèbre Monsieur Tchoumi. Le projet a en effet été confié à un grand architecte, Bernard Tchoumi. Au début, ça n'a pas été simple. Bernard Tchoumi a dû se replonger dans ses manuels d'histoire et intégrer les polémiques sur la localisation de la fameuse bataille. Depuis bien longtemps, on se pose évidemment en France la question d'Alésia. Qu'est-ce qu'Alésia? Où est-ce? Pourquoi est-ce important? Et un jour, il a été décidé que nous allions, que le monde des archéologues, des historiens, allait prendre Alésia, Alice Sainte-Reine, comme son point de départ pour cette explication, pour cette polémique, parce que c'est aussi une polémique. Pour couper l'herbe sous le pied des détracteurs, on a donc décidé de construire 2 bâtiments. Un musée consacré aux vestiges archéologiques du site d'Alice Sainte-Reine, et un autre bâtiment pour expliquer la bataille, mais aussi pour dire qu'elle aurait pu s'être déroulée ailleurs. De quoi en perdre son latin. Nous avons cherché, à travers le bâtiment, de montrer d'une part la centralité de cette quête, mais également les possibilités un peu marginales qui la rendent beaucoup plus riche. Vous, aujourd'hui, vous n'avez pas de doute. Pour vous, Alice Sainte-Reine, c'est Alésia. Oui, c'est Alésia. Et une fois que l'ensemble aura été construit, il y aura encore moins de doutes que maintenant. Intéressant, 62. C'est Alésia. Et une fois que l'ensemble aura été construit, il y aura encore moins de doutes que maintenant. Intéressant, 62, 71, 94. Il est intéressant de voir la fréquentation sur les plaques minéralogiques. C'est pour ça que je me bats pour qu'on maintienne le numéro du département 21, 89, 58, 62. Bravo. Pas-de-Calais, nous saluons. Vous passez par ici? Oui, on est en vacances là, à côté, là, dans... Pour l'initiateur du projet, Louis de Broissia, l'intérêt de ce musée au parc, c'est bien sûr aussi le tourisme. Vous avez venu pour Alésia, vous avez cherché autour... Voilà, on a cherché un gîte. Donc, et puis après, pour visiter, principalement ici à Alésia. Et vous avez acheté des produits? Voilà, c'est ça, c'est ça. Un petit jeune homme. Ouais. Et regardez ce site, c'est un site magique. Ouais. Il y a tellement de choses à voir. Ici, on va faire un musée d'Alésia, un vrai musée. Donc rendez-vous en 2011 ? Ah, ouais. Même jour, même heure. Je suis visiteur. Vous êtes un visiteur ? Voilà, oui. Moi, je suis Louis de Broissia,
m'occupe de lancer le programme Alésia. Ah, d'accord. C'est nous, le Conseil général de la Côte d'Or, qui avons pris l'initiative de refaire, pas de refaire Alésia, de restituer Alésia. Parce que quand même, il y a des visiteurs, vous voyez, comme vous, il y en a encore, quoi, 30, 40 000 par an. En fait, un peu moins, 25 000. Avec le nouveau projet, ce sont 150 000 touristes qui sont attendus et des millions d'euros d'infrastructures pour les accueillir. Une aubaine pour la région. Économiquement, c'est important pour la région. Alors, économiquement, c'est pour nous une occasion de revitaliser une région qu'il mérite, qui est une très belle région, qui est peuplée de gens extrêmement sympathiques, mais pour faire en sorte que les touristes peuplent tout le territoire de la Côte d'Or, aillent au Mont-Beuvray, aillent voir le Vase de Vix, s'installent en Bourgogne. Alors évidemment, il faudra aussi autour maintenant des restaurants, des hôtels, des chambres d'eau, des gîtes d'étape, des lieux d'accueil pour les comment vous appelez ça, mobil-homes, camping-caristes. C'est en route, ça, déjà? C'est en route. On y travaille activement. La complémentarité entre les besoins touristiques à certaines périodes et les besoins de l'économie locale à d'autres moments fait qu'il y a une réelle opportunité pour un porteur de projet en matière d'hôtellerie ou de restauration aujourd'hui. Autrement dit, c'est pas un projet pour rire, hein. C'est maintenant le programme qui se déroule dans le... À quelques nuances près. Car Louis de Broissia est bien conscient que le débat n'est pas encore clos sur la localisation d'Alésia et que l'histoire peut encore être réécrite. All from Norvège. Vous savez que c'est la cavalerie germaine qui sauve César. Ah ouais. Si la Germanie avait été alliée aux Gaulois, nous dominerions ensemble Rome. Oui, oui. Ça, c'est une idée encore charmante. Ça me plairait beaucoup. Il y a toujours des polémiques qui sont persistantes 2000 ans après sur le lieu du site. Et les détracteurs du site disent l'oppidum est trop petit, c'est pas assez, oui. C'est pas une place forte. D'abord, qu'il y ait des polémiques, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire que la polémique alimente le mythe. Bon. Et tant mieux s'il y a eu des Alésias au Japon. Non, pourquoi pas, pendant qu'on y est. Bon. En tout cas, des Alésias en Franche-Comté, des Alésias dans d'autres endroits. Mais les détracteurs s'appuient en fait sur le texte de César en disant voilà, oui, la description, c'est pas tout à fait conforme. Le fleuve, voilà. Bon. Quel était l'objectif de César quand il a écrit ses commentaires sur la guerre des Gaules? Il veut surtout se valoriser. De montrer aux sénateurs romains qu'il était un génie. Hein et de construire sa carrière politique. Il n'entendait pas faire œuvre d'historien. Et la Gaule fait peur. Oui, tout à fait. Et la Gaule fait très peur. Donc, il suffisait qu'il brosse un panorama général du site pour ensuite expliquer les opérations qu'il avait conduites. D'accord, pour vous, c'est pas rigolo. Enfin, le texte est pas... Ce texte est un élément important, puisque il parle d'un oppidum dont les côtés sont baignés, qui est entouré de 2 rivières, qui est composé... en avant de l'oppidum, il y a une plaine dite de 3000 pas, c'est-à-dire 4 km 500. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui sont extrêmêment importants pour qualifier le site. Mais les éléments qui sont donnés par César peuvent s'appliquer à plusieurs dizaines d'autres sites. Ils sont trop généraux pour qu'à eux seuls, ils emportent la conviction sur le site de la bataille d'Alésia. Quelle est la méthode utilisée par les scientifiques? C'est celle de ce que l'on appelle le faisceau d'indices. Il n'y a pas une tablette signée Jules César, retrouvée à Alys-Saint-Traine et expliquant « je viens de battre Vercingétorix sur ce site ». Il faut donc réunir différents indices. Pas de tablette, mais en revanche une inscription sur une pierre, postérieure de 2 siècles à la bataille et qui mentionne le nom d'Alysia, et non pas Alésia. Mais bon, c'est assez proche. D'autres éléments vont être retrouvés. Des clous, mais aussi des armes, comme ces glaives. Des restes de cuirasse, ou encore ce casque gaulois. Lors des fouilles menées dans les années 90, on va également découvrir les traces de ce qu'auraient été les fondations des fortifications construites par César pour le siège. Aujourd'hui, les trous ont été rebouchés. Seul un petit panneau de bois indique la situation des fortifications. Des preuves indubitables pour Louis de Broissia. Mais si on voulait alimenter la polémique, d'abord la polémique n'est pas inutile, je répète, elle est bonne, on parle d'Alésia. Bon. D'abord je dirais que le seul lieu de fouillé depuis Napoléon III, assidûment, avec la Société des sciences de Smur, c'est ici.
Le problème, c'est qu'on a beau creuser la question depuis Napoléon III, aucune trace de la ville gauloise citée par César n'a à ce jour été sortie de terre. La plupart de ces vestiges ont été construits 200 ans au moins après la date de la bataille d'Alésia. Et ça, forcément, ça chagrine un peu les archéologues qui travaillent aujourd'hui sur le site. On était persuadés qu'on allait, en descendant jusque dans les premiers niveaux d'occupation, trouver des niveaux gaulois. Mais non, malheureusement, on n'a rien trouvé. Alors peut-être que c'est sous la réserve là-bas, je sais pas. En tout cas, dans les parties qu'on a fouillées, nous, non. Non, parce qu'on a quand même bien regardé ça. C'était, disons, un des buts aussi. Ouais. Du coup, on fait contre mauvaise fortune bon cœur et l'on continue de creuser pour le plaisir des touristes. Les responsables du site ont fait comprendre qu'eux, ils tenaient à ce qu'il y ait quand même une activité archéologique. Et c'est vrai que de fait, à peu près tous les gens qui passent nous posent des questions et ça permet un peu la vie du site. Voilà, ouais. ça permet de montrer que le site n'est pas mort. Car ici, en dehors de quelques vestiges, d'une petite boutique de souvenirs et du mythe omniprésent de Vercingétorix, pour l'heure, il n'y a pas grand-chose pour attirer les touristes en masse. En fait, Alésia n'est officiellement en Bourgogne que depuis 1865, date à laquelle Napoléon III a offert cette immense statue à la petite commune d'Alis-Sainte-Reine. Alors qu'il écrit, donc ça doit être vrai. Hein, la Gaule unie, formant une seule nation. Armée, d'un même esprit, peut défier l'univers. C'est très gaulien, c'est le côté national, un peu cocorico. Hein. C'est l'esprit de la statue qui est belle. C'est l'empereur féru d'archéologie qui s'est lancé dans la quête du site de la bataille d'Alésia. Par passion de l'histoire, mais aussi en raison des nécessités politiques de l'époque. Nous sommes à la veille de la guerre de 1870 avec la Prusse. Donc il y a clairement une volonté politique de Napoléon III de Oui, à condition d'être unis, les Français sont capables de vaincre les Prussiens. Voilà ce qui sous-tend le choix de cette phrase. Et ça, c'est le mythe de l'époque qui dure longtemps. Un mythe qui pourtant, dès l'époque de Napoléon III, est contesté. L'archéologie en est alors à ses débuts, ce n'est pas encore une science. Certains fouilleurs auraient semble-t-il pris quelques libertés pour se faire bien voir de l'empereur. C'est en tout cas l'avis d'Éric Anceau qui vient d'écrire une biographie de Napoléon III. Mais ce qui est sûr, c'est que dans l'entourage, si vous voulez, des archéologues très nombreux qu'avait Napoléon III, il y avait, et c'est inévitable, des brebis galeuses. Imaginez quand même, et ça nous en avons la trace dans les archives de Napoléon III, que plusieurs centaines d'archéologues travaillaient à ses côtés. Et dans ce réseau, inévitablement, il y avait des gens qui, pour se faire valoir, je dirais, avaient parfois tendance à exhumer des choses qui n'avaient pas lieu d'être. Hein. Donc ça, des choses qu'ils avaient eux-mêmes placées. Qu'ils avaient eux-mêmes placées, effectivement. Et on s'en est rendu compte, parfois même là, dès le Second Empire. Et parfois après. Alors on a fait des gorges chaudes. Et justement, ces choses qu'on a exhumées ont appuyé la thèse comme quoi Alis-Sainte-Reine n'était pas Alésia. Si on avait pu commettre l'erreur sur un site, on l'avait sans doute également commise pour Alis-Sainte-Reine. Cet intérêt pour l'archéologie va conduire Napoléon III à créer un musée dédié aux antiquités nationales, celui de Saint-Germain-en-Laye. Les équipes du musée sont associées au projet du futur muséoparc d'Alis-Sainte-Reine. C'est ici en effet que la plupart des armes retrouvées à Alis-Sainte-Reine sont entreposées. Pas de chance, la salle consacrée à Alésia est aujourd'hui en chantier. Voilà, on est en train de traverser les salles du deuxième âge du fer qui sont en cours de rénovation. Donc les vitrines sont vides. On va complètement réaménager cet espace pour lui rendre sa dimension du 19e siècle. Ça, c'est la salle d'Alésia. Ça, c'est la salle d'Alésia, ouais. Qui constitue depuis toujours le cœur du musée, en fait. Hein. Le musée de Saint-Germain s'est constitué autour des collections qui venaient de la bataille d'Alésia. Ah oui, Alésia, ça reste le pivot qui attire, enfin, ça reste le centre d'attraction du musée. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Historiquement, c'est intéressant, parce que 130 ans après, c'est toujours vraiment ce qui constitue le cœur des collections du musée. C'est ce qui attire les gens ici. Oui. Les armes et les objets sont aujourd'hui remisés le temps des travaux dans les coulisses du château. Donc là, on est dans les réserves de votre partie, là, c'est ça? Oui, on a les réserves du deuxième âge du fer, où sont conservés tous les objets trouvés à l'occasion des fouilles de Napoléon III. Bon, il y a plusieurs centaines de pièces, on a presque 800 pièces, mais là, je vous ai présenté un petit échantillon d'objets, comme par exemple cet élément de bouclier gaulois. Vous avez un casque gaulois,
Donc ça, c'est des éléments perdus par les guerriers sur la bataille d'Alésia. Vous avez aussi des éléments de la lance des légionnaires romains, le pilum. Vous avez aussi des grandes lances gauloises, abandonnées par la cavalerie gauloise. Et puis des éléments de morts de chevaux, abandonnés par les combattants sur le lieu de la bataille. Là, ces éléments, comment on les date? En fait, la forme des objets évolue au cours du temps. La vaisselle dans laquelle on mangeait quand on était petit, enfant, c'est pas du tout les mêmes. D'ailleurs, on a cette nostalgie-là, hein, des verres de notre enfance à moutarde. Ça évolue. Les verres dans lesquels mangent nos enfants, c'est pas les mêmes que ceux de notre enfance. Ça sera pas les mêmes dans 50 ans. Ça évolue à peu près par tranche de 25 à 30 ans. En fait, il n'existe pas de moyens scientifiques pour dater les objets métalliques de manière précise. Pour le conservateur de Saint-Germain-en-Laye, il n'y a cependant aucun doute possible. Ces objets proviennent bien de la bataille d'Alésia, même s'il reconnaît que Napoléon III a pu instrumentaliser ses découvertes à des fins politiques. Si vous voulez, à chaque fois, l'archéologie, elle joue un rôle idéologique qui est majeur, parce qu'elle parle, en fait, elle délivre un message qui est un message politique, en réalité. Certains disent que le site d'Alésia ne correspond pas tout à fait à la description qu'en fait César. Est-ce qu'il n'y a pas eu de la part de Napoléon III la volonté de trouver ce site coûte que coûte pour justement cette nécessité politique Oui, mais nous, c'est pas du tout comme ça qu'on raisonne en archéologie. On raisonne un peu comme Staline. On dit, voilà, ok, les autres Alésia, combien de divisions? Où sont-elles? Et en fait, les autres sites où on a dit qu'on pouvait se trouver Alésia, on n'a absolument rien trouvé qui peut... Il n'y a même pas le moindre élément qui peut accréditer l'existence d'un site occupé durant cette période. Il existerait donc d'autres lieux qui revendiqueraient la bataille d'Alésia. S'il y a des doutes sur la localisation, c'est que César dans son texte ne précise pas où se situe Alésia. Seule certitude, il vient de subir une cuisante défaite à Gergovie, où les troupes gauloises ont mis en déroute les légions romaines. De retour au nord, pour rassembler ses forces à Langres, César décide de rentrer le plus vite possible vers la province romaine, le nord de l'Italie, en passant par le pays des Allobroges, autrement dit par Genève. Il ne donne pas d'autres éléments sur l'itinéraire emprunté. Dès lors, plusieurs solutions sont possibles. Passer par la Suisse, mais il y trouverait de farouches ennemis, les Helvètes. Autre route possible par l'ouest, mais c'est beaucoup plus long, et dans ce cas, il s'exposerait aux troupes de Vercingétorix qui vient de le battre. Dernière solution, coupée par le Jura, et dans ce cas passer par un petit village du nom de Chaux-des-Crotenay. À la veille du siège d'Alésia, Vercingétorix envoie ses cavaliers pour attaquer les Romains. C'est le prélude au siège. Selon César, cette bataille de cavalerie en plaine se situe à une journée de marche de l'Oppidum. Pour Franck Ferrand, aucun doute, c'est ici dans le Jura que l'événement a eu lieu, à proximité du village de Chaux-des-Crotenay. Il est très important de comprendre que ce site d'Alésia est double. Il y a la plaine de l'engagement de cavalerie et puis il y a le site d'Alésia lui-même. Or, il faut que la plaine soit à moins d'une étape d'Alésia, c'est-à-dire soit à moins de 30 km. En l'occurrence, on est à 15 km du site de Chaux-des-Crotenay. Donc c'est tout à fait cohérent avec le texte de César. On ne voit pas du côté d'Alis-Sainte-Reine la même chose puisqu'il faut aller à 65 km d'Alis pour trouver une première plaine où aurait pu avoir lieu un engagement de cavalerie. C'est-à-dire qu'il aurait fallu au moins 2 jours aux légions romaines pour parcourir cette distance entre la plaine de cavalerie et le site même d'Alésia. La citadelle imprenable décrite par César, ce serait donc cette colline. C'est ici que Vercingétorix aurait trouvé refuge, stoppant ainsi l'avancée des troupes romaines et les obligeant à tenir un siège. Pour rejoindre Genève, il n'y a en effet à l'époque qu'une route, et elle passe par cette colline. Pour Franck Ferrand, tout ici concorde. Ça, c'est extraordinaire, et c'est fabuleux de le faire en hélicoptère, parce que d'un seul coup, tout est encore plus explicite. César nous dit que l'oppidum d'Alésia se trouvait au sommet d'une colline. Il nous dit que cet endroit était dans un lieu très élevé, ad modum edito loco, un lieu très élevé, c'est le moins qu'on puisse dire ici. Il nous dit que ante idopidum, c'est-à-dire en avant de cet oppidum, s'étendait une plaine de 3000 pas. Or, si vous prenez la distance entre le bout là-bas et à l'autre bout de cette petite vallée, vous avez exactement 4,5 km, effectivement. Et il nous dit que l'oppidum même, l'oppidum central, était entouré de collines. Alors vous voyez que là, en l'occurrence, c'est bien entouré de collines, qui étaient à la même altitude
Et non seulement ils étaient à la même altitude, mais il nous dit que l'espace entre le plateau central et les collines environnantes était très faible. C'est exactement ce que nous avons. Or, nous dit César, sur deux côtés de cet oppidum, il y avait des rivières qui venaient lécher les racines de l'oppidum. Vous les voyez, les rivières? Là, vous avez la Seine, S-A-I-N-E, hein, la Seine juste en bas. Et de l'autre côté, sur l'autre versant, vous avez la Lemme. Eh bien, la Lemme et la Seine viennent littéralement lécher les racines de la colline. J'imagine que des sites comme celui-ci, il y en a plein en France. Des sites avec des cours d'eau, des monts, Comment on peut être certain de la localisation du site Alésia? À la limite des plaines pour l'engagement de cavalerie, il y en aurait beaucoup à travers la France. Mais des plaines qui se trouvent à moins de 15 km d'un site qui lui correspond trait pour trait à la description de César, là c'est déjà beaucoup plus rare. En fait, il n'y en a qu'un seul. Ce qui est fascinant, c'est d'imaginer qu'à 2000 ans d'écart, on a exactement sous les yeux le relief, le paysage, les cours d'eau. Enfin, on a tout sous les yeux tout ce que César décrivait. La cité perdue d'Alésia se trouverait donc derrière ces paysages. Le site de Chaudet-Crotenay mesure 167 hectares, soit presque le double du site officiel d'Alys-Sainte-Reine. À l'époque de la bataille, il faut imaginer ces collines sans arbres, ou presque. C'est à partir du 19e siècle que le Jura a été boisé. Ce site, c'est cet homme, André Berthier, qui l'a identifié le premier. C'est lui qui, pour la première fois, a affirmé qu'Alésia se trouvait dans le Jura. Nous sommes dans les années 60 en Algérie. André Berthier est alors responsable de l'archéologie pour la région de Constantine. Il vient de sortir de terre le site antique de Tidis, une cité berbère occupée par les Romains. Mais c'est la question d'Alésia qui va occuper le reste de sa vie. Il doute de la version officielle et décide de reprendre le texte de César pour faire dresser par un dessinateur un schéma. 40 points qui offrent selon lui un portrait fidèle du lieu. Un portrait qu'il va promener sur des cartes d'état-major de tout l'est de la France. Ces images, tournées en 1995, sont son seul témoignage télévisuel. Par amusement, je me suis livré au jeu de chercher Alésia avec une méthode nouvelle. Celle que j'ai conçue, très simple, c'était celle du portrait robot, c'est-à-dire on emprunte on regarde les mots les plus importants qui sont vraiment descriptifs, on en tire un schéma et on le promène sur la carte. Aujourd'hui, André Berthier est décédé. De son travail, il ne reste que ce petit musée communal et la mémoire de ses proches, dont sa fille Claire. Voilà, la petite salle André Berthier. Voilà, on est dans cette petite salle qui est charmante. Avec quelques amis, elle se bat encore aujourd'hui pour que le travail de son père ne sombre pas dans l'oubli. Pas mal tous ces panneaux, finalement. J'avais 12 ans. Et je savais que mon père travaillait depuis des mois avec son dessinateur. Et un jour, il a appelé la famille, Suzette, les enfants, descendez. Alors on a dévalé l'escalier, on est arrivé dans son bureau. Et j'ai vu mon père en haut d'un escabeau, dominant les cartes en vue d'avion. Toutes les cartes étaient étalées, enfin l'assemblage de cartes. Il m'a dit « Eureka, j'ai trouvé ». Le principe, c'est d'extraire du texte tous les éléments objectifs et de dresser un portrait robot pour retrouver... Exactement comme fait la police pour faire le portrait robot et trouver une personne. Il a employé exactement les mêmes méthodes. On ne peut pas partir du principe que le site d'Alys-Sainte-Reine n'était pas très convaincant. Non, il est parti du site qu'Alésia était perdu, comme dans une enquête policière, quelqu'un est perdu et qu'il faut le retrouver. Et votre père ne connaissait pas ce site de Chaudet-Crotenay, n'avait aucune attache avec le Jura, n'était jamais venu? Ah non, mais c'était... de toute façon, il ne connaissait pas du tout le Jura. Cette démarche et cette méthode a été réalisée et faite à Constantine en 62. Et nous sommes venus, après cette Eureka, en 63, passer nos premières vacances. Pour vérifier sur le terrain?
Ah ben, il fallait se rendre sur le terrain, puisqu'on n'en était qu'à la lecture sur carte, il fallait voir. Donc c'était la confrontation avec le terrain. Bon, ben on y va, c'est bien. De 1963 à sa mort en 2000, André Berthier va se consacrer entièrement à ce site. Il n'obtiendra que quelques rares autorisations de fouilles. Pourtant, lui et sa petite équipe de bénévoles vont découvrir de nombreux indices troublants, notamment ce mur perdu en pleine forêt, qui mesure plus d'une centaine de mètres. Selon André Berthier, une construction romaine. À quelques mètres de ce mur, de nombreuses autres découvertes vont être sorties de terre. Comme ce qui ressemble à des pointes de flèches, des couteaux, des clous, une boucle de ceinturon, des pièces de monnaie antiques, des ornements vestimentaires, ou encore cette clé romaine, la seule pièce expertisée à ce jour, faute de moyens. Alors, que dit... Faute de moyens. Alors, que dit mon mur? Aujourd'hui, c'est cette femme, Danielle Porte, qui a repris le combat. Je sais qu'il y a du boulot, mais on le voit bien, très bien. Quand elle n'enseigne pas l'histoire romaine à la Sorbonne, Danielle Porte dirige une petite troupe d'irréductibles bénévoles qui passent leur loisir à protéger les vestiges révélés par André Berthier. Voilà, parfait. Donc là, nous avons le mur qui est formé de dalles, qui chacune peuvent peser 1 tonne, quand ça n'est pas davantage. Ici, il faut supposer qu'il descend jusqu'à nos pieds. Déjà. Mais c'est pas tout, parce qu'on a fait des fouilles. Quand on les a eues, on a eu 1 année des fouilles autorisées, et on s'est aperçu qu'il y avait encore 5 couches de dalles sous-sol. Donc, quand on écrit, les auteurs grecs, qu'Alésia était imprenable à cause de l'énormité de ses remparts, vous imaginez. Et ça, sur le site d'Alise, on a retrouvé des... Hein? Pas l'ombre d'un rempart. Le mur, avec sa partie souterraine, mesurerait donc plus de 10 mètres de haut. Et là, aujourd'hui, pour le pouvoir public, c'est considéré comme quoi, ce mur? Rien du tout, ils ne connaissent pas. On vient nous dire que ce sont des limites de parcelles. Et c'est là qu'on vérifie sur le cadastre, ça ne correspond à rien. Des limites de parcelles, ça. Limites de parcelles, oui, oui, oui. Des murets agricoles. On nous a sorti le coup du muret agricole. Ça, c'est un muret agricole. Un muret. Un muret agricole. Autrement dit, un petit mur que les paysans élèvent pour séparer leur champ d'une haie ou d'un obstacle ou d'un ruisseau, ce que vous voudrez. Écoutez, le paysan actuel qui est capable de faire un muret agricole de cette dimension-là, là aussi, bravo à lui. Pour Danielle Porte également, ça ne fait aucun doute, Alésia serait bien ici. Pour l'affirmer, elle s'appuie sur un autre texte que celui de César. Son auteur, Diodore de Sicile, est un historien romain de l'époque. Il n'a pas assisté à la bataille, mais il décrit la ville quelques années plus tard après sa destruction par les Romains. Il parle d'une capitale religieuse majeure pour les Gaulois, mais aussi pour l'ensemble des Celtes. Une cité qui aurait donc abrité de nombreux monuments religieux. Un peu partout, cachés sous une épaisse végétation, d'étranges constructions en pierre apparaissent. Pour Danielle Porte, la plupart de ces vestiges sont les témoins oubliés d'un passé religieux vieux de plus de 2000 ans, qui remonte à l'époque gauloise des menhirs. Allez, monsieur Claire, on y va. Bien, on a quand même fait du bon travail. Alors voilà notre déesse Alésia, enfin c'est moi qui l'ai baptisée déesse Alésia. C'est un menhir anthropomorphe, c'est-à-dire à forme humaine. C'est rarissime ce que vous êtes en train de voir là. Une pierre posée sur un socle, percée au milieu, un exemple selon l'historienne d'art primitif unique en son genre. On aurait la forme d'un corps, oblong, arrondi pour la base, un épaulement et un autre épaulement ici, qui détache du corps 2 fragments qu'on peut assimiler soit à des bras, soit à des ailes. On a l'ébauche d'une tête et puis le trou qui symbolise le passage à la place du cœur. Mais c'est pas un hasard, c'est pas une érosion de la pierre, c'est pas... Pour réussir à fabriquer justement les ailes ou les bras, il faudrait déjà que l'érosion ait un sens du dessin et de l'architecture.
c'est une pièce rare. Enfin, je veux dire, c'est un... Oui, en France, il n'y en a pas. On a tout ce que l'on a pu, disons, trouver comme élément de comparaison. Ce sont des menhirs qui ont beaucoup moins que cela la forme humaine, c'est-à-dire la pierre reste sans qu'on dégage les bras, si vous voulez. Tandis que là, l'important, c'est que les bras sont dégagés. C'est ce qui en fait une pièce unique. Un peu plus loin dans la forêt, un autre exemple. Cette fois, il ne s'agit pas d'une statue, mais d'un ensemble de constructions. Alors là, on va voir la zone cultuelle qu'on avait dégagée il y a quelque temps. La combe est tout entière sacralisée. Là-bas, on a des tables en losange, des tables en triangle et tout ça. Ça fait un ensemble rituel monumental, là. La zone s'étend sur plusieurs centaines de mètres. Ici, on a ce qui ressemble fort à une sorte de puits d'écoulement avec la grande rainure. Probablement là-haut, c'était la table où on opérait le sacrifice. Et là, vous avez ces fameuses rigoles qui faisaient tomber le sang dans cette fosse. Et toute la forêt de Cornu est toute jalonnée d'ensemble comme ça. Donc là, l'ensemble, c'est un... Comment on appelle ça? C'est un sanctuaire ou un lieu rituel, ou attention, ou un lieu cultuel, un ensemble cultuel. On appelle ça un ensemble cultuel, exactement. C'est assez immense, c'est assez vaste. Mais c'est immense. On est sur une métropole religieuse. Vous voulez pas un petit hôtel réuni de chapelle de quartier quand même? Là. Le problème, c'est que ces étranges vestiges sont laissés à l'abandon ou presque. Ce site n'a jamais été protégé, ni même répertorié sur la carte archéologique. Oh là là, regardez ça. Voilà. Un exemple du massacre. Un exemple, alors là c'est plus du massacre, c'est même... La pierre, elle était parfaitement droite ici. Enfin, aplanie ici. Oh là là, quand je vois ça, non, c'est pas possible ça. Ça vous décourage de voir ça? Ah ben oui, parce qu'il faudrait pouvoir le remonter. Pour ça, il faudrait que les pouvoirs publics nous offrent un vérin ou nous offrent une équipe pour le remonter. Ça, on ne peut pas le faire à bras nus. Hein. De toute façon, ils font même des marques dessus. Oh, c'est pitié, mais regardez-moi ça. Là, je pleure pas, mais j'aurais envie. Cela fait plus de 30 ans que Daniel Porte se bat pour faire en sorte que les pouvoirs publics protègent ces précieuses pierres. Sans succès pour l'heure. Si on n'était pas là, il y a belle lurette que les arbres auraient bouleversé, renversé tous les monuments celtiques et que la forêt aurait envahi tout le reste. Hein. Donc heureusement qu'on est là, mais avec les moyens dont on dispose, c'est-à-dire rien, on ne peut rien faire contre la sottise ou l'acharnement aveugle des hommes. Hein. Là, on est livré au hasard. On va exploiter le site d'Alice Sainte-Reine et on va induire les Français en erreur. Ah ben, oui, tous les touristes étrangers. C'est un mensonge historique, Alice Sainte-Reine. Bien sûr. On va dépenser des centaines de millions pour ça. C'est stupide. Vous demandez quel combat, mais c'est un combat pour la vérité, c'est tout. Mais oui, voilà, c'est tout la simple, vérité hein. historique. C'est tout ça. Autrement, on n'a aucun intérêt, nous, justement, à soutenir qu'Alésia soit là plutôt qu'ailleurs. Pour nous, ça ne change absolument rien. Pour la vérité historique, ça change beaucoup. Donc, dès qu'on a un peu d'honnêteté intellectuelle et un peu d'amour de l'histoire, eh bien, on cherche à établir la vérité. La vérité historique, c'est cet homme qui la détient, Michel Rédé. C'est un des pontes de l'archéologie française, le plus grand spécialiste d'Alésia. C'est lui qui a initié le projet du futur musée au parc en Bourgogne. Il connaît les travaux d'André Berthier sur le site du Jura, mais il n'y croit pas. Pour lui, la bataille s'est bien déroulée ici. Et devant nous, derrière la vallée de l'Auze, l'oppidum d'Alésia, où s'était enfermé Vercingétorix, et puis sur le côté, vers l'ouest, la plaine des Laumes, le Réa, la montagne nord, et le Castellum 18. De 1991 à 1996, à la demande de l'État, Michel Rédé a dirigé avec une équipe allemande la dernière campagne de fouilles sur le site d'Alice Sainte-Reine. C'est à Paris, dans son bureau, que nous l'avons rencontré pour évoquer la polémique. Ça marche jamais comme ça. Je souhaitais monter une fouille européenne, précisément pour échapper aux contraintes franco-françaises et aux querelles franco-françaises
sur ces problèmes, comment dire, d'identification du site, qui ne sont pas des problèmes. Il y a toujours un problème selon vous ou Non, il n'y a pas de problème, il n'y en a jamais eu. On n'arrête pas de me poser la question de l'identification du site. Pour aucun archéologue spécialiste de ces questions, il n'y a de problème. Sauf pour André Berthier. Mais justement, il n'était pas spécialiste de ces questions. Il a découvert quand même quelques sites archéologiques majeurs, Tidis n'en est... Bon, il n'a pas découvert Tidis, il a fouillé Tidis, il a découvert un certain nombre de choses, bien, mais si vous regardez la publication de Tidis, c'est autre chose. Bon, il est mort, laissons André Berthier, qui est un homme de bien par ailleurs, et un très bon savant par ailleurs, dormir en paix. Je ne veux pas du tout me lancer dans une polémique post-mortem dans cette affaire. Non, je n'ai pas de polémique post-mortem, c'est juste de comprendre pourquoi un site qui présente, vous dites vous, un intérêt nul au point de vue archéologique. Et c'est pas parce qu'il avait peut-être raison sur Tidis qu'il avait forcément raison sur Alésia. C'est deux problèmes complètement différents. Mais cela dit, ce n'est pas la question. Si on trouve quelque chose, que ce soit dans un sondage, que ce soit sur une fouille plus ou moins large, on le publie avec le matériel associé. Je n'ai encore jamais vu un vrai dessin de fouille, au sens technique du terme, avec l'analyse d'un contexte archéologique et les objets associés de la part d'André Berthier ou de l'un des gens qui fouillaient avec lui. Je n'en ai vu aucun, je n'en connais aucun. André Berthier n'aurait donc pas respecté les protocoles archéologiques pour faire connaître ses découvertes. En fait, ce n'est pas tout à fait le cas. Car l'administration de Franche-Comté n'a pas cessé de lui mettre des bâtons dans les roues. Les autorisations de fouilles ont été accordées au compte-gouttes, et le plus souvent sous condition. Sa fille, Claire, a conservé toutes les demandes envoyées par son père. Un exemple d'autorisation sous condition, en 1972, je lis « Aucune subvention n'est accordée. Je vous prierai de m'indiquer, si possible, la date d'ouverture et la durée de votre chantier pour que je puisse effectuer les inspections habituelles. En outre, j'avertis la gendarmerie de Champagnole pour surveiller vos travaux. » Ça, c'est une autorisation sous condition. Avec une surveillance de gendarmes. Absolument. Comme si... Absolument. C'est un petit peu surréaliste quand même, c'est un petit peu... Je ne fais que citer, monsieur. En 40 ans, 5 autorisations de fouilles seulement ont été accordées. Pour les obtenir, André Berthier a dû passer outre le refus de l'administration locale et demander l'appui des plus hautes autorités de l'État. Il a dû solliciter des ministres directement pour obtenir le droit de travailler sur ce terrain. Absolument, c'est ce qu'il appelait les autorisations verticales. Et Malraux était le premier en 1964, puis Duhamel plusieurs fois ensuite. C'est-à-dire que seuls des ministres lui ont accordé cette autorisation là où l'administration refusait. Exact, il fallait passer par-dessus. Et donc ça veut dire que les ministres donnaient foi à son travail, oui. Donnaient du crédit à son travail. Bien sûr. Et par contre, l'administration, elle, n'a jamais vu... Voilà, c'est là où on voudrait comprendre. Malgré ces appuis ministériels, certains courriers des autorités culturelles de la région vont jusqu'à demander l'arrêt définitif de toute investigation sur le terrain. Je vous prie de mettre fin définitivement aux recherches de M. Berthier afférentes au prétendu site d'Alésia. Qu'est-ce qui a fait peur? C'est le nom Alésia qui justifie ce blocage? Bon, c'est un dogme, on n'avait pas le droit de toucher au dogme. Mais on peut très bien étudier ce site sans prononcer le mot Alésia. On peut très bien venir voir, on peut très bien au moins se déplacer, considérer les choses. C'est du bon sens. S'il y a du matériel en abondance, qu'on en fasse l'étude typologique... On ne peut pas la faire. On ne peut pas le faire. Où sont où les armes? Elles sont à la disposition de l'État. Comment? Des archéologues. Elles sont à la disposition de l'État et des archéologues. Elles sont à la disposition des archéologues. Elles sont pour l'instant gardiennées par les héritiers de Berthier. À la disposition de l'État et des archéologues. Mais que les archéologues les publient. Pourquoi ils ne les publient pas? Mais c'est au découvreur de publier. Alors le découvreur, il est mort. Mais il y a une partie de son équipe. Aucun archéologue. Mais il suffit d'aller mettre quelqu'un dessus. Et je vous assure que c'est pas un problème, ça. Qu'il les apporte au musée des Antiquités nationales, on va mettre un étudiant à les publier. Ça, c'est simple. D'accord. Pas moi, parce que sinon on m'accusera évidemment d'avoir manipulé les choses, forcément.
puisque je suis l'abominable qui est le représentant de l'archéologie officielle. Vous ne trouvez pas que c'est frustrant, ce site qui est délaissé? Vous ne trouvez pas ça frustrant? Qu'est-ce qui est frustrant? Le fait qu'on n'ait pas fouillé. Oui. Et encore une fois, il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'on fouille, monsieur. Qu'une équipe sérieuse, avec un projet... n'était pas sérieux, quoi. Je ne vous ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'une équipe sérieuse aujourd'hui, maintenant qu'André Berthier est mort... Ah, d'accord, il a fallu attendre la mort d'André Berthier pour que les choses deviennent sérieuses. Mais vous surinterprétez, vous interprétez tout ce que je dis. Qu'une nouvelle équipe, si vous préférez, sérieuse, avec un projet sérieux et présentant des indices disons, archéologiques qui permettent de justifier une fouille, se présente. Pourquoi pas vous? Mais moi, ça ne m'intéresse pas, puis je suis parti ailleurs. Ça ne vous intéresse pas? Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je ne suis pas capable de monter un dossier sérieux sur les Crotenay. Pourquoi? Parce que... Je m'arrête là. Parce que c'est pas sérieux? Mais c'est parce qu'il n'y a pas, tout simplement. Il n'y a pas quoi? À ma connaissance, il n'y a pas. Mais je ne suis sans doute qu'un faux savant. Non, mais je ne dis pas que vous êtes un faux savant. Mais vous avez été sur place, quoi? Vous avez vu? Mais oui, j'ai vu. C'est pour ça que je vous le dis. Et donc vous n'avez rien vu? Sans doute. J'ai vu beaucoup de murs, bien entendu. Beaucoup de marchés, beaucoup de terrasses agricoles. Ça, oui, j'en ai vu. Beaucoup. J'en ai vu tout autant à l'île Saint-Fred et partout ailleurs. D'accord. C'est la chose du monde la plus répandue. Et quoi, des murets agricoles? D'accord. Pour vous, c'est des murets agricoles? Les différentes associations qui travaillent sur le site jurassien n'ont en tout cas jamais été sollicitées par Michel Rédé. Bon, là c'est la Gadoue. Sans connaissance du terrain et sans guide, difficile de se repérer sur les 167 hectares du site. Après 30 ans, Claire Berthier a parfois du mal à s'y retrouver, même quand elle veut montrer ses propres découvertes. Comme par exemple cette construction souterraine qu'elle a mise à jour. Alors, je vais te montrer dans quel état on a découvert et ce qui nous a intrigués. Effleuré du sol, c'est 2 pierres. C'est un empilement de blocs. Et ça, ah, c'est très bien construit. D'ailleurs, là, c'est un petit peu abîmé. Dans un premier temps, on a retiré simplement les grosses pierres qui étaient éboulées. Mais il faut imaginer que ce puits maçonné était complètement rempli. D'accord. Ben, ça doit faire 1,40 m et peut-être 2,50 m de diamètre. C'est vous qui l'avez dégagé? Oui, on était 2 et on a fait ça pendant 1 semaine. Donc on a dégagé de la terre rubéfiée, beaucoup de cendres, du carbonate de chaux et des expertises de tout ça, et quelques ossements d'animaux. Certaines pierres sont sur champ, comme celle-ci. Ces expertises, Claire Berthier affirme qu'elles ont été transmises par son père à la Direction régionale des affaires culturelles de Besançon, la DRAC. Les ossements dont vous parlez ont été analysés donc par des laboratoires et transmis à la DRAC pour... Les ossements, mais surtout les prélèvements de toutes les couches et de cendres et de terre. Et les résultats des laboratoires ont été transmis avec les rapports de fouilles, comme tous les rapports de fouilles qui sont en principe à Besançon. À la DRAC. À la DRAC à Besançon. Oui. Et la DRAC, depuis 40 ans, n'a jamais réagi. N'est jamais venu sur place pour... Aucune personnalité compétente n'est venue pour faire un examen de chacun des éléments qui ont été reportés dans les rapports de travaux effectués par André Berthier et ses équipes. Vous n'êtes que devant des tas de cailloux, monsieur. Nous avons sollicité le responsable de la DRAC locale. Il n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. À quelques mètres, nichée sur plusieurs niveaux, cette autre construction. Des monuments comme celui-ci, il en existerait plusieurs dizaines sur le site de Chaux-les-Crotenay. Ce qui est extraordinaire sur ce terrain, c'est qu'on a des monuments, des vestiges dont la forme se répète. Des niches comme ceci, on en a trouvé plusieurs. Des frontons comme celui-ci, il y en a d'autres.
une langue de pierre. Il y a d'autres vestiges qui sont construits de la même façon, avec les pierres qui passent par-dessus. Vous voyez bien que là, la pierre est intentionnellement posée, dirigée. Et toujours orientée vers la même direction, d'après ce que j'ai compris. C'est la même direction. Et ce qui est intéressant, parce qu'on a découvert cette partie-là, puis la seconde plateforme. Une orientation est-ouest qui correspondrait aux rites religieux gaulois et celtes, et que l'on retrouve là encore sur de nombreux monuments du site. La totalité de cette construction fait 25 mètres. Et là, pareil, officiellement, c'est un amas de pierre. Il n'y a pas de reconnaissance particulière, il n'y a pas de... Non, pour le moment, c'est rien du tout. En attendant que les autorités archéologiques s'intéressent à ces étranges vestiges, les bénévoles héritiers d'André Berthier tentent de préserver ces pierres et ce site, en espérant qu'un jour enfin, la lumière soit faite sur leur étrange découverte.